Bonjour Ndongo Sambasila, vous êtes économiste hétérodoxe sénégalais, éditeur et auteur de nombreux ouvrages et spécialiste de la question monétaire et notamment du franc CFA dont vous êtes un fervent opposant. Vous êtes par ailleurs membre et chargé de programme de la Fondation Rosa Luxembourg. Et aujourd'hui, on vous a invité sur Révolution Permanente dans une interview exceptionnelle. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir pour discuter plus particulièrement de la situation au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest qui est actuellement en prise d'importantes mobilisations populaires qui ont démarré début mars suite à l'arrestation d'un opposant, Ousmane Sonko, par le régime de Macky Sall. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Avec grand plaisir. Donc pour commencer cette interview, peut-être qu'on pourrait revenir sur le mouvement en tant que tel qui a ébranlé le Sénégal et les principales villes du pays à partir de début mars. Donc comme on disait, un mouvement très important a fait suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, opposant au régime. Et pour voir un peu quelles leçons on peut en tirer, et évidemment peut-être la première des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que derrière la revendication de la libération de Ousmane Sonko et la volonté de changer de président, est-ce qu'il n'y avait pas des questions plus profondes qui suscitaient la colère populaire d'un point de vue démocratique, évidemment, parce qu'au-delà du fait que vous êtes économiste, mais vous avez aussi écrit de nombreux articles sur la vie politique sénégalaise et notamment sur les dernières élections qui ont amené au pouvoir Macky Sall. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des motivations démocratiques plus profondes et aussi évidemment économiques dans une situation, enfin, voilà, dans la situation actuelle au Sénégal? Oui, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le Sénégal, il faut dire que Ousmane Sonko, c'est un opposant politique. Il est devenu maintenant, par la force des choses, le chef de l'opposition politique au Sénégal. Pourquoi? Parce que Macky Sall, qui est l'actuel président du Sénégal, est arrivé au pouvoir en 2012, donc à la suite d'une alternance politique qui lui a vu succéder au président Wade, dont il a été Premier ministre et aussi même président de son Assemblée nationale. Par la suite, voilà, Macky Sall a été réélu en 2019. Mais dans le cadre de cette élection-là, bon, les deux principales figures de l'opposition ont quelque part été éliminées du jeu politique, du fait d'affaires, disons, de corruption. Et donc, au Sénégal, on est dans un pays qui est hyper présidentialiste, donc tous les pouvoirs sont concentrés au sommet de l'exécutif. Et donc, du coup, la justice a été utilisée pour écarter des adversaires. Et quand il y a eu l'élection de 2019, Macky Sall est sorti vainqueur au premier tour, suivi par Idrissa Seck, donc un ancien premier ministre Wade également, et Ousmane Sonko en troisième position. Et l'année dernière, à la fin de l'année, Idrissa Seck s'est rapproché de Macky Sall. Et donc Macky Sall l'a nommé président du Conseil économique et social environnemental du Sénégal. Et donc maintenant, voilà, ça laisse le champ ouvert à Ousmane Sonko pour être le chef de l'opposition politique. Normalement, Macky Sall n'a pas le droit à un troisième mandat, mais il ne s'est pas encore prononcé clairement. Et donc, un obstacle vis-à-vis d'un éventuel projet de troisième mandat serait Ousmane Sonko. Et donc, Ousmane Sonko a été accusé de viol et de menaces de mort répétées par une employée d'un salon de massage où Ousmane Sonko se rendait. Et bon, Ousmane Sonko et ses supporters, notamment ses avocats également, ont vite crié au complot politique. Et les éléments qu'on a dans la presse laissent penser clairement qu'il y a eu des machinations, en tout cas pour essayer de l'écarter du jeu politique. Et il est député également, Ousmane Sonko, donc il a fallu lever son immunité parlementaire pour qu'il puisse être mis à la disposition de la justice. Mais avant même que son immunité parlementaire n'ait été enlevée, bon, la gendarmerie a été envoyée pour aller le récupérer. Et ça a aussi déjà donné lieu à des manifestations, à une résistance de la part de ses partisans. Par la suite, son immunité parlementaire a été levée d'une manière voilà, rapide et inhabituelle. Et donc, il devait se rendre à la justice. Et donc, il a été arrêté le 3 mars.
Et le 4 mars, il y a eu voilà, un incendie social. C'est ça qu'il faut dire. On n'a jamais vu au Sénégal un mouvement populaire comme ça. Et tous les acteurs traditionnels ont été pris au dépourvu. Les mouvements de la société civile, les partis politiques d'opposition, les syndicats, etc. C'est vraiment un gros coup de colère de la jeunesse sénégalaise. S'il y a eu ce gros coup de colère, bien sûr, l'affaire Sonko a été un déclencheur. Et la jeunesse a compris qu'on utilisait la justice pour essayer, disons, d'écarter un adversaire politique. Et donc, la jeunesse est sortie pour ça, mais pas seulement. Parce que pour comprendre le sens de cette révolte-là, il faut voir tous les symboles qui ont été attaqués. En lisant les symboles, en regardant, en analysant les symboles qui ont été attaqués, on peut, disons, en tout cas, essayer d'interpréter le message de la jeunesse. Donc, quels sont les symboles qui ont été attaqués? Tout, en fait, pratiquement toutes les institutions qui permettent à l'État de marcher ordinairement, donc les administrations publiques. On a vu des casernes de gendarmerie, des locaux de mairie, des tribunaux, tout ça a été brûlé. On a vu des organes de presse, en fait, réputés proches du pouvoir, bon, qui ont été partiellement incendiés. On a vu aussi des maisons de dignitaires proches du régime qui ont aussi été incendiées. Donc là, le message politique est très clair. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'un troisième mandat et on ne veut pas d'une justice sélective. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas que seulement ces symboles qui ont été attaqués. Il y a d'autres symboles qui ont été attaqués, comme par exemple, quand j'annonçais, disons, la fin de l'émergence, bon, d'une certaine manière, cette révolte-là est aussi un symbole de cette fin de l'émergence. Parce qu'il y a beaucoup de signes de cette émergence-là, du plan Sénégal émergent. Donc, le plan Sénégal émergent, c'est un ensemble de projets, hein, notamment d'infrastructures. Pour nos auditeurs, vous avez écrit un article dans Le Monde Diplo en juin 2020, précisément sur la fin de l'illusion des émergences avec la pandémie de Covid-19. Tout à fait, tout à fait. Notamment au Sénégal. Tout à fait. Et donc, on a vu, par exemple, les populations aller piller les magasins Auchan. Certains y allaient bon, comme s'ils faisaient leurs courses, des courses auxquelles ils n'ont pas droit ordinairement. Donc, derrière, disons, la violence, derrière les saccages, mais la plupart d'entre nous se sont rendus compte que mais les Sénégalais ont faim, même ceux qui vivent dans les zones urbaines, mais ils ont faim parce qu'on les voyait prendre des sacs de riz, des pots de yaourt, etc. Parce que, voilà, ces gens avaient vraiment faim et on le voyait d'une certaine manière. Et donc, ça allait à l'encontre, disons, de tout ce discours qu'on a des taux de croissance économique importants, etc., que ça marche bien, qu'il y a le développement. On a vu des projets, par exemple, portés par la Banque mondiale qui ont été aussi sabotés, disons, saccagés. Et aussi d'autres projets phares, par exemple, du plan Sénégal émergent. Par exemple, l'autoroute APH, qui est géré par le groupe FH aussi, a été saccagé. Et voilà, après, il n'y avait plus de péage, donc les gens pouvaient circuler librement. Et donc, tout ça, on l'a vu aussi, c'est un message pour dire que voilà, il y a eu cette illusion de l'émergence. Maintenant, on vous montre la réalité. Voilà ce que c'est. On a faim, on a soif, et tous ces projets-là ne nous bénéficient pas. Ça, pour moi, c'est le deuxième message. Et le troisième message important, c'est un message qui est destiné, disons, au gouvernement français. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignes françaises qui ont été pillées, saccagées, etc. Comme par exemple les magasins Auchan. Mais dans le cas de Auchan, il y a aussi cette dimension-là dont on vient de parler, symbole de l'émergence, du consumérisme, etc., des classes moyennes, etc. Mais il y a les stations Total, par exemple, qui ont été pillées, saccagées. Il y a aussi certaines banques, enfin, certaines agences de banques. Il y a un immeuble, par exemple, de Orange, dans l'approche banlieue de Dakar, qui a aussi, par exemple, été incendié. Donc, tout ça n'est pas, disons, le fruit du hasard. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue économique, on peut considérer le Sénégal comme une annexe économique de la France. Je dis ça sans ironie. Pourquoi? Parce que les intérêts français sont beaucoup représentés en France. La France, même si son poids décline en Afrique de l'Ouest, dans l'ancien précaré, elle demeure le principal investisseur au Sénégal. Donc, 43% du stock d'investissement direct étranger au Sénégal en 2018. Et donc, d'une certaine manière, quand le Sénégal brûle, ça va nécessairement impacter les intérêts français en raison de la forte présence économique française au Sénégal.
Mais l'autre chose, c'est que d'une certaine manière également, les gens ont voulu faire passer un message en disant que nous ne cautionnons pas que la France soit toujours là à influencer la politique interne des pays africains. Parce que la France, implicitement ou explicitement, soutient des dirigeants qui sont impopulaires, des dirigeants qui ne pourraient pas se maintenir au pouvoir par le jeu, disons, d'élections transparentes, équitables, etc. Souvent, il faut la caution de Paris pour expliquer pourquoi ces dirigeants sont toujours là. Et il y a certains sujets, par exemple, comme le franc CFA, dont on sait que Paris essaie de faire des réformettes, mais les peuples demandent quelque chose de beaucoup plus substantiel. C'est-à-dire, les peuples ne sont pas contre la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Parce que quand on le décrit comme ça, c'est comme si c'était irrationnel. Ces gens se lèvent et d'une certaine manière, un jour, ils se lèvent et donc ils sont contre les Français. C'est pas comme ça que ça se passe. Les peuples africains n'ont rien contre les Français ordinaires. Mais ils ont des critiques contre la politique du gouvernement français et contre les comportements des entreprises françaises en Afrique. Et donc, c'est ça aussi le message. Mais jusque-là, ce message, il a été répété pacifiquement par des intellectuels, à répétition. Mais on ne les a jamais écoutés. Mais maintenant, les peuples disent, nous sommes là, nous sommes vigilants. Et donc, on ne vous laissera pas faire tout ce que vous voulez faire. C'est nous qui devons choisir qui doit gouverner ce pays. Et aussi, par rapport aux orientations économiques, il faut qu'il y ait une transparence, par exemple, dans les marchés voilà, qui sont l'objet, disons, d'appels d'offres, etc. Donc, moi, je vois ces trois messages-là. Un message politique en direction du régime actuel au Sénégal en disant stop, pas de troisième mandat et pas d'instrumentalisation de la justice. Le deuxième message, le peuple a faim. Et le troisième message, c'est de dire à Paris, maintenant, il faut qu'on coupe les liens de nature néocoloniale. La jeunesse ne supportera plus ça. Et c'est une jeunesse aussi qui est en déshérence. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, la plupart des jeunes Sénégalais ne sont pas à l'école. Pourquoi ils ne sont pas à l'école? Parce que quand ils vont à l'école, ils ne peuvent pas rester longtemps à l'école, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc, ces jeunes doivent aller trouver des emplois. Mais on leur dit que, bon, vous n'êtes pas employable, donc l'État ne peut pas vous créer des emplois. Ce n'est pas son rôle. L'État ne doit pas créer des emplois. Alors que le secteur privé, il est assez, disons, atone, quoi. Parce que c'est un secteur privé qui vivote. Parce que les plus grands projets sont exécutés par des entreprises multinationales plus puissantes, etc. Et l'État n'a pas une politique pour développer son secteur privé. Donc, ça veut dire qu'on dit aux jeunes, vous n'avez pas d'avenir ici. Alors que c'est, disons, la composante majoritaire du pays d'un point de vue démographique. Donc, le démos, c'est la jeunesse. Les moins de 20 ans, c'est plus de 50% de la population. Mais le système politique et économique le dit, vous n'avez pas d'avenir. Donc, c'est la première fois que la jeunesse sort massivement pour dire que nous allons nous battre pour avoir un avenir. Parce que si nous ne battons pas, quelles options avons-nous? L'une des options, c'est d'aller rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Et on voit le cortège de morts que ça occasionne chaque année. L'autre option, c'est de dire, bon, elle reste passivement et un jour, ça ira. Mais les gens savent que ça n'ira pas. Donc, il faut que les gens se battent pour pouvoir avoir un avenir décent dans le pays. Et c'est ça que je vois comme, disons, porte d'espoir pour le Sénégal et pour sa jeunesse. Et aussi pour d'autres pays africains, parce que l'exemple sénégalais, bon, ça suscite des réflexions ailleurs aussi. Et comme vous le soulignez par ailleurs beaucoup dans vos articles aussi, ce qui est frappant, et peut-être que ça a une incidence sur le fait que la situation explose aujourd'hui, c'est qu'il y a une contradiction énorme entre des taux de croissance qui ont été très importants ces dernières années, autour de 6% entre 2012 et 2018, notamment stimulés par le plan Sénégal émergent et le taux de chômage qui non seulement n'a pas reculé, mais a même augmenté. Vous démontrez vous-même que dans votre article de juin que le nombre d'emplois, si je ne dis pas de bêtises, dans le secteur privé a reculé pendant ces années-là. Et même le taux de chômage, bon, c'est à prendre avec des pincettes, c'est les chiffres de l'Organisation internationale du travail, mais l'année dernière, le taux de chômage a atteint 48%, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette croissance, elle a, comme vous l'expliquez, elle a, dans une très grande mesure, bénéficié surtout
aux personnes en place du régime, à la bourgeoisie comprador, à l'impérialisme, aux puissances étrangères, aux multinationales étrangères qui ont bénéficié de la grande majorité des marchés ouverts, enfin, notamment le fameux, le très symbolique TER de Dakar dont la construction et l'exploitation va être assurée par des entreprises françaises, notamment la SNCF, la RATP. Vous parliez tout à l'heure des péages qui ont été saccagés, donc c'est des péages souvent qui ont été construits aux frais des trésors publics et qui sont aujourd'hui exploités par Eiffage. Évidemment, enfin, des exemples comme ça, il y en a énormément au Sénégal. Il y a le port autonome de Dakar qui a été cédé à Bolloré. Il y a des contrats qui ont été signés pour l'exploitation des très importants gisements pétroliers et gaziers au large des côtes sénégalaises, dont l'exploitation a été cédée à des entreprises étrangères et notamment à Total, où il y a eu déjà il y a eu un énorme scandale de corruption dans la signature de ces contrats pétroliers et gaziers qui impliquaient la famille de Macky Sall, mais y compris il y a des contrats à des prix très très désavantageux pour le Sénégal qui ont été cédés notamment à Total. Donc en fait, peut-être que ce qui explose aujourd'hui, c'est un peu toute cette contradiction, c'est-à-dire que les gens ont compris et enfin bon, c'est pas nouveau qu'ils ont compris, mais toutes les illusions qui pouvaient encore subsister sur la possibilité d'un émergement, enfin d'une émergence du Sénégal, sont heurtées de plein fouet par la crise économique. Voilà, qui percute un modèle économique qui est fondé sur, enfin c'est le modèle néocolonial qui est fondé sur l'exportation de matières premières, l'incapacité de produire, de transformer sur place et la surdépendance aux puissances étrangères. Et une question peut-être, c'est parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Ousmane Sonko, derrière le fait que ça soit le principal opposant, comme vous l'avez dit, les autres opposants sont en prison, Ousmane Sonko, aux dernières présidentielles, c'était aussi un opposant qui, d'un point de vue programmatique, n'affirmait pas une rupture une rupture totale avec la France, les multinationales françaises, etc., mais voulait notamment rompre avec le franc CFA, renégocier les contrats pétroliers et gaziers et développer une industrie, une bourgeoisie nationale forte, notamment en mettant fin aux arrangements fiscaux pour les multinationales étrangères. Et est-ce que Ousmane Sonko et son projet, le projet politique qu'il porte, c'est un vent nouveau au Sénégal? C'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'entendre dans le paysage politique ces dernières décennies. Et qu'est-ce que ça traduit aussi de la recomposition politique au Sénégal? Merci pour cette question. Ousmane Sonko, il est vrai, a un discours qui tranche du reste de la classe politique. Parce qu'il a un discours, bon, qu'en Europe, on appellerait souverainiste. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre qui s'appelle Solutions, et donc qui reflète sa vision. En fait, il avait publié ce livre-là avant sa campagne. Donc, c'était même la première fois qu'un homme politique, candidat à une élection présidentielle, écrive un livre pour décliner son programme. Donc, lui-même, il a été très novateur de ce point de vue-là. Et donc, son programme, c'est de dire qu'il faut davantage relocaliser, c'est-à-dire produire sur place, transformer sur place, et aussi avoir les instruments pour pouvoir mener cette politique-là, qui sera orientée vers le développement, disons, de secteur industriel au Sénégal. Et donc, c'est ça un peu sa perspective. Et donc, cette perspective-là, jusque-là, elle n'était pas articulée par aucun homme politique. Généralement, les hommes politiques n'ont pas besoin de programme. Donc, il suffit juste de dire que l'autre n'est pas mieux que moi, ou bien que, voilà, je vais vous venir avec des taux de croissance importants et ça suffit. Ils n'ont pas besoin de programme. Donc, c'est la première fois. Et donc, du coup, la plupart des gens soucieux, disons, de bonne gestion des ressources publiques, parce qu'au départ, il faut le dire, Ousmane Sonko est inspecteur des impôts et domaines. Et généralement, c'est un corps qui est souvent exposé à des pratiques de corruption, etc. Et donc, lui, il n'a jamais été pris en flagrant délit. Donc, il est connu comme quelqu'un d'intègre. Et donc, il a été un lanceur d'alerte en tant que, disons, inspecteur des impôts et domaines. Et donc, je pense qu'il a dû même créer le syndicat des impôts et domaines. Et donc, à partir de là, il a été un lanceur d'alerte sur beaucoup de projets où des présomptions, disons, de corruption existaient.
et qui parfois impliquait l'entourage du chef de l'État. Donc, il a été connu pour cela au départ, comme lanceur d'alerte. Par la suite, il a été radié de la fonction publique parce que, bon, le gouvernement a estimé qu'il ne pouvait pas être lanceur d'alerte tout en étant fonctionnaire. Et donc, il fallait l'écarter un peu. Mais ça n'a pas, disons, atteint son moral. Et donc, il avait déjà son parti. Hein, et donc, il a été candidat pour être député. Et donc, il a été élu. Et donc, depuis, voilà, il a écrit un livre sur le pétrole pour dénoncer la manière dont le pétrole sénégalais a été, disons, mal négocié, etc. Et donc, ça, c'est sa ligne et c'est une ligne qui n'existait pas encore. Et la jeunesse est très sensible à cela parce qu'elle se dit que pour une fois, on a quelqu'un qui nous parle. Et Ousmane Sonko également est très présent sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est le plébiscite aussi au niveau de la diaspora sénégalaise. Parce que la diaspora généralement sénégalaise, elle est beaucoup plus qualifiée. Donc, c'est des gens qui ont été formés, disons, à l'extérieur, qui sont dans des, en tout cas, dans des carrières professionnelles importantes, etc. Et donc, qui suivent l'actualité au Sénégal. Et donc, ces gens ont envie que leur pays, voilà, émerge, la vraie émergence, sorte, disons, de sa longue torpeur. Et donc, ces gens aussi sont des soutiens, voilà, importants de Sonko. Et donc, les jeunes, les gens de la diaspora ont cet espoir-là, Ousmane Sonko, qui peut redresser le Sénégal, aller vers une grande transparence dans la gestion des ressources publiques, les contrats économiques, mais aussi avoir une option économique souveraine où voilà, le Sénégal pourrait espérer faire des progrès qui bénéficieraient à la population. Et donc, il y a tout ça chez Ousmane Sonko. Et actuellement, il a pris un certain volume politique avec cette affaire-là, paradoxalement, parce que ça lui a donné une publicité incroyable, d'une certaine manière, au Sénégal et à l'extérieur. Après, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, parce que l'affaire, en tout cas, l'accusation est toujours là. Il y a des médiations en cours. Donc, on va voir ce qui va se passer. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une situation très floue. D'un côté, le gouvernement a été pris au dépourvu et ils l'ont même dit. Et donc, la prochaine fois, ils espèrent qu'ils ne seront pas pris au dépourvu par la jeunesse. Et en même temps, que Ousmane Sonko puisse rester libre et participer à l'élection présidentielle 2024, ce n'est pas forcément quelque chose qui les arrangerait. Donc, on est plutôt dans un statu quo très précaire, je dirais. Et vous pensez que, parce que c'est vrai que c'est un peu le sentiment que ça laisse, quoi, que, parce qu'il faut peut-être le dire, mais à la suite de la libération de Ousmane Sonko, la mobilisation s'est arrêtée assez rapidement, puisqu'en fait, il y avait 2 journées de mobilisation qui étaient prévues le lendemain de sa libération, qui ont été toutes les deux annulées par la grande coalition d'opposition, le M2D, dans laquelle le PASTEF, donc le parti de Ousmane Sonko, est aujourd'hui plus ou moins hégémonique, donc qui a annulé ces 2 journées de mobilisation et qui avait prévu une autre journée de mobilisation le 13 mars et qui a elle aussi ensuite été annulée en discussion avec des représentants religieux très importants de la société civile sénégalaise. Donc le mouvement s'est un peu arrêté brusquement, peut-être en partie pour donner aussi des gages de responsabilité dans la situation de la part du PASTEF, d'Ousmane Sonko et de l'opposition et de s'en tenir au jeu institutionnel, et s'en tenir aux élections de 2024, mais il semble qu'il reste beaucoup de questions en suspens, déjà en termes de base sociale, mais peut-être qu'on pourra y revenir ensuite, parce que le mouvement, il a été, comme vous disiez, très puissant, mais surtout localisé dans les villes, etc. Et il y a des questions relatives à la base sociale des différents candidats et du mouvement en tant que tel. Et après, il y a des questions relatives aussi à, comme vous disiez, donc, est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il va être incarcéré, Ousmane Sonko? Est-ce qu'il va être empêché de se présenter? Et ça pourrait susciter à nouveau d'importantes mobilisations. Et il y a aussi la question du rapport d'Ousmane Sonko, on s'en doute aussi, aux multinationales étrangères et au régime lui-même et aux puissances étrangères. Ou peut-être qu'une des questions aussi, c'est quel rapport va avoir notamment la France à Ousmane Sonko dans l'hypothèse où il peut se présenter et voilà, quelles conditions la France va peut-être essayer de lui imposer, quelle pression, etc. Parce que
si ça ne remet pas fondamentalement les intérêts de la France en question, ça remet quand même beaucoup de choses en question, hein, les arrangements fiscaux pour les grandes entreprises, les contrats pétroliers et gaziers, le franc CFA, etc. Et comment vous voyez ce rapport, cette question difficile de négociation, de rapport entre Ousmane Sonko, son programme, la rue et la puissance néocoloniale française? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu quand même 5 jours de manifestations ininterrompues et très violentes sur toute l'étendue du pays. Ce n'est pas seulement urbain. Hein. Par exemple, vous allez dans le sud du Sénégal. Bon, Sonko a sa base dans le sud du Sénégal, à Bignona, mais même dans d'autres localités, bon, il y avait des manifestations soutenues pendant 5 jours. Donc, c'est quelque chose d'absolument inédit. Hein. En tout cas, si on regarde depuis les 60 dernières années, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et donc, le déclencheur, c'était l'arrestation d'Ousmane Sonko. Quand le président Macky Sall a finalement tenu un discours d'apaisement, bon, les gens sont rentrés chez eux et il n'y a plus eu de manifestation. Et par la suite aussi, les religieux sont entrés dans le coup pour faire la médiation entre les deux parties. Pourquoi les religieux? Parce que les religieux jouent un rôle très important au Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays majoritairement musulman, disons, généralement on dit 95%, même si on n'a pas les chiffres exacts. Et donc, bon, il y a beaucoup de croyants, il y en a beaucoup qui sont, voilà, qui font partie de confréries et qui prêtent une oreille attentive à ce que disent les guides religieux. Donc, les politiciens également sont dans un rapport aussi permanent de négociation avec les guides religieux. Donc, quand les guides religieux appellent à la médiation, si c'est entendu par les partis politiques, généralement, ça conduit à la calmie. Et ça a été le cas jusque-là. Après, bon, ces négociations également sont toujours, voilà, ne sont jamais définitifs. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Parce qu'il peut toujours y avoir des rebondissements. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement n'entend pas lâcher prise de sitôt et Sonko non plus. Et donc, l'option de sagesse serait que le président Macky Sall dise qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat et que peut-être, bon, il va amnistier d'anciens, disons, en fait, des hommes politiques qui avaient été exclus du jeu politique, comme Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Wade, le fils du président Wade. Et donc, dans la plateforme de revendication du mouvement M2D, ce point-là figure dans cette plateforme-là, c'est-à-dire amnistier Khalifa Sall et Karim Wade pour qu'ils puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, tout dépendra de l'issue des négociations, des résistances, etc. Donc, on ne sait pas trop. Maintenant, par rapport à quelle pourrait être l'attitude française vis-à-vis de Sonko, mais je pense que le gouvernement français va tout simplement observer parce que la situation est assez instable. On ne sait pas vers où on va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, une fois arrivé au pouvoir, c'est d'autres réalités. On verra ce que Sonko va trouver sur place. Parce que généralement, les fins de régime, bon, ça se déroule dans des conditions très, disons, difficiles. Hein. Quand il y a des alternances, bon, les régimes partants ne laissent rien, disons, dans les coffres de trésor de l'État. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer et en fonction de la situation sur place, ça peut amener à des compromis. Donc, il faut voir. Et ce qu'il y a aussi, c'est que pour l'instant, il y a une sorte, disons, d'unité apparente entre certaines sections de l'opposition. Mais le jour où Macky Sall dira qu'il n'est pas candidat, mais il y aura d'autres configurations politiques. Et je pense qu'on pourrait avoir un scénario genre tout sauf Sonko. C'est possible avec la classe politique que nous avons parce que Sonko, même s'il essaie maintenant de fraterniser davantage avec les différentes sections de l'opposition sénégalaise, bon, on sait que bon, il a toujours quelque chose de différent par rapport à la classe politique traditionnelle. Et donc, un scénario où la classe politique traditionnelle, bon, s'unirait pour faire bloc à Sonko aussi, c'est un scénario qu'il ne faut pas, disons, exclure. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il faudra voir. D'accord. Et merci. Et une question peut-être plus sur la base sociale du mouvement, parce que vous disiez que ce n'était pas un mouvement qui était essentiellement,
vous ne disiez pas que ce n'était pas essentiellement, vous disiez que ça n'était pas uniquement, en tout cas, dans les centres urbains. Depuis la France, on pouvait avoir l'impression que le protagoniste central de ce mouvement, comme sujet social, ça a été beaucoup les jeunes des concentrations urbaines. Notamment, on voyait à Dakar les images avec ce qui semblait être le fief de la mobilisation, l'université historique de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Et voilà, au-delà des jeunes étudiants aussi, les jeunes de l'économie informelle, des petits emplois des villes, etc. On pouvait avoir l'impression qu'il manquait dans ce mouvement populaire très large, notamment les travailleurs des concentrations ouvrières sénégalaises et notamment des services publics. Il y avait eu des grèves quelques jours avant dans l'éducation nationale contre l'insécurité, mais dans le mouvement, la classe ouvrière, pour le dire comme ça, sénégalaise, s'est peu montrée en tant que telle. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, y compris sur la position adoptée par les directions syndicales, et aussi également du côté des paysans, des travailleurs agricoles, qui constituent la grande majorité de la population sénégalaise. Qu'en a-t-il été, y compris dans les campagnes sénégalaises qui ont été une réserve de voix importante en 2019 pour Macky Sall, qui, avec quelques mesures qu'on pourrait dire, je ne sais pas si on peut les dire clientélistes, mais quelques mesures sociales d'appoint qui ont été données aux familles sénégalaises démunies avec enfin, voilà, quelques mesures d'appoint et une campagne avec d'importants moyens où il a pu se déployer dans la campagne, il avait réussi à faire sienne une base sociale. Les campagnes, en tout cas, c'est ce que vous écriviez, si je ne dis pas de bêtises, dans votre riche article que vous aviez écrit sur les élections de 2019. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle base sociale, quelle a été la base sociale réelle du mouvement? Et quels acteurs peut-être ont manqué et qu'est-ce que ça dit aussi de la recomposition du jeu politique au Sénégal? Est-ce que Macky Sall a encore aujourd'hui une base sociale solide dans le pays? Merci pour cette question. En fait, ce qu'il en a été dans les campagnes, quelle a été par exemple l'attitude du mouvement paysan, ça, je n'ai pas tous les éléments pour le dire. Mais ce qui est apparu évident, c'est que c'est vraiment la jeunesse sénégalaise, hein, disons les 10, 24 ans, qui sont sortis pour dire stop, vraiment. Et ça, ce qui le montre, c'est qu'il faut juste voir l'âge des jeunes, malheureusement, qui ont été tués lors de ces manifestations. Parce que parfois, les forces de l'ordre ont utilisé des balles réelles. Et donc, il y en a au moins 11 jeunes personnes qui ont été mortes, assassinées par les forces de l'ordre. Et donc, leur âge, c'est entre 12 et 35 ans. Donc, le plus âgé, il avait 35 ans. Mais la plupart, ils n'avaient pas 20 ans. Donc, on pouvait en dénombrer 6 ou 7 qui n'avaient pas 20 ans. Donc, ça montre que c'est vraiment la jeunesse sénégalaise qui est sortie. Mais peut-être pas la jeunesse issue des classes moyennes et aisées, mais la jeunesse issue des milieux, disons, populaires. Et donc, milieu populaire proche du secteur informel, parce que le secteur informel a été beaucoup touché par les restrictions liées à la gestion de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des couvre-feux. Et quand il y a des couvre-feux, 20h, 21h, bon, il faut être chez soi. Dans le cas des travailleurs du secteur informel, généralement, c'est de longues distances pour aller travailler. On quitte la banlieue et voilà, c'est les transports en commun, c'est 2 heures, 3 heures pour arriver, disons, là où on espère voilà, gagner quelques revenus. Et donc, quand on dit qu'il faut à 20h être chez soi, mais ça veut dire que déjà à 17h, il faut arrêter son activité économique. Il y a des femmes qui sont dans la restauration informelle, qui doivent travailler la nuit pour pouvoir avoir des revenus. Il y a des travailleurs aussi informels qui ne peuvent pas se permettre, disons, de cuisiner chez eux. Encore que, voilà, chez eux, c'est un concept, voilà, à définir. Hein. Et donc, on a besoin d'aller dans ces restos informels-là, etc. Et tout ça, ça se joue la nuit. Et donc, le couvre-feu a été durement ressenti par les travailleurs du secteur informel et urbain, notamment. Et donc, ça, on le voit déjà, c'est cette tension sociale-là.
Et les jeunes également, parce que les 15-24 ans, bon, c'est 20% de la population au Sénégal. Et donc ça veut dire 3 et quelques millions, 3,4 millions à peu près. Et donc, près de la moitié ne fait rien. Quand je dis ne fait rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni à l'école, ni dans des activités économiques, ni en emploi. Donc, on a une jeunesse oisive, presque 1 et quelques millions de jeunes Sénégalais qui n'ont rien à faire. Et donc, ces gens-là également sont sortis pour dire que voilà, cette situation ne nous plaît pas. Et donc, ça a été véritablement une révolte de la jeunesse sénégalaise. Et donc, les syndicats, par exemple, bon, ils ont été pris de court. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus, dans beaucoup de pays africains, pas seulement au Sénégal, mais les syndicats sont typiquement dans des revendications corporatistes. Elles ne sont pas impliquées dans ce que j'appelle dans un livre les luttes prolétariennes, c'est-à-dire les luttes qui concernent les intérêts, disons, des plus démunis de la société. Mais généralement, les syndicats, c'est les travailleurs qui sont dans le secteur moderne, non informel. Et donc, c'est une base qui est très réduite dans le secteur moderne, privé au Sénégal. C'est 300 000 emplois. 300 000 emplois, généralement plus ou moins privilégiés relativement aux emplois du secteur informel. Et donc, les syndicats, bon, c'est ça leur base, plus ou moins. Et donc, généralement, ils articulent des revendications typiquement corporatistes qui sont légitimes, hein, mais ça veut dire que, bon, ce ne sont pas des organisations qu'on pourrait considérer comme révolutionnaires, etc. Maintenant, ceux qui ont la flamme révolutionnaire, bon, ce sont les déshérités, hein, ce sont les acteurs du secteur informel, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de perspective. Même les mouvements de la société civile aussi sont souvent dans des considérations de respectabilité politique. Donc, ces mouvements ne peuvent pas aller à un certain niveau parce qu'à chaque fois, ils appellent à la paix, au calme, etc. Voilà. Parce que c'est ça le rôle de la société civile. Donc, à un moment donné, pour véritablement faire entendre le grondement du peuple, bon, c'est d'autres acteurs qui peuvent faire ça. Et donc, ça a été le cas avec la jeunesse sénégalaise. Et ça a été quelque chose de très important d'un point de vue historique. Et donc, ce type d'analyse-là aussi, il faut le différencier, disons, des analyses électorales, parce que l'élection, ce n'est pas un baromètre, hein, disons, de la politique, et un baromètre, disons, des préférences sociales ou bien des préférences populaires. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme un thermomètre. Si vous le manipulez, à un moment donné, il ne vous donne pas la bonne information. Et donc, les élections ne donnent pas la bonne information sur, entre guillemets, les problèmes majoritaires, les préférences majoritaires, disons, des classes populaires, par exemple. Et donc, l'élection, c'est un outil domestiqué. C'est un outil domestiqué. Donc, on ne peut pas attendre l'élection pour qu'ils disent que tel est populaire, tel a fait de bonnes choses, etc. Donc, c'est un outil qui est domestiqué par les régimes en place. Quand on est en place, je veux dire, il faut vraiment être hyper impopulaire pour ne pas remporter une élection. Ça devient compliqué quand on peut avoir un mandat qui n'est pas un mandat supplémentaire, qui n'est pas constitutionnel. Mais ceux qui sont au pouvoir, quel que soit leur bilan économique, il peut être désastreux, ils pourront toujours se faire réélire. Parce que ça, c'est lié à la nature présidentialiste des régimes politiques africains, soit en Afrique francophone, et aussi au fait que les présidents contrôlent tous les outils, le fichier électoral, certains médias, si ce n'est pas même des médias privés, mais c'est à travers, disons, les publics reportages, etc. Et dans certains quartiers, dans certaines communes, par exemple, l'opposition n'a pas de représentants parce que la politique au quotidien, ça demande de l'argent. Et l'opposition n'a pas. Donc, vous allez dans. Il n'y a pas d'opposition parce que l'opposition n'a pas les moyens, disons, d'investir cela. Je vous donne juste un exemple. Au Sénégal, on a 45 départements. Sénégal intramuros, donc on exclut la diaspora. Et donc, on a à peu près 15 000 bureaux de vote. Et donc, si vous calculez l'élection présidentielle, puisse avoir un représentant dans un bureau de vote. Parce que ça, ce n'est pas l'État qui fournit les moyens pour ça aux partis politiques, ou bien en tout cas aux candidats à la présidentielle. Si vous faites ça, vous avez presque un budget de 225 millions de francs CFA. Rien que pour s'assurer que le vote se déroule bien dans chaque bureau de vote au Sénégal. Aucun parti d'opposition ne peut faire ça. Donc, vous allez dans certaines zones, mais il n'y a pas de représentant de l'opposition.
Donc, c'est pourquoi je dis que l'élection est un outil domestiqué. C'est seulement les préférences majoritaires. Et je n'ai pas besoin aussi de dire que généralement, les fichiers électoraux excluent les jeunes. Hein, et ça, c'est souvent fait à dessein parce qu'on sait que les jeunes sont contestataires, surtout les jeunes en milieu urbain. Et donc, c'est fait pour que les jeunes n'aillent pas voter. Et donc, se baser sur les élections pour dire que tel est populaire ou tel a bien travaillé, bon, c'est une erreur d'analyse à mon avis. Merci. Et est-ce que vous voulez, parce que j'ai vu que vous aviez fait un entretien récent sur la gauche sénégalaise de Mactar Fofana Nyang, un ancien membre du Parti africain de l'indépendance. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots peut-être sur l'état de la gauche au Sénégal, qui, on le sait, a traversé une période très difficile enfin, voilà, ces dernières décennies. Quel avenir vous pensez pour la gauche sénégalaise? Est-ce que vous pensez que le jeu politique a été redessiné définitivement avec l'émergence d'Ousmane Sonko comme principale figure de l'opposition, qui se revendique ni de gauche ni de droite, souverainiste, comme vous disiez? Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots ou Oui, bien sûr, surtout rendre hommage à Mokhtar Fofana Niang. C'était un militant de la première heure du Parti africain de l'indépendance. Donc, il est décédé récemment, samedi dernier. Et pour moi, c'est un modèle. Généralement, quand on cherche des modèles, pour la jeunesse notamment, on cherche des figures connues, ou bien des personnes riches ou des intellectuels. Mais Mokhtar Fofana Niang a été un modèle parce qu'il s'est toujours battu pour la libération de l'Afrique. Il s'est toujours battu pour l'indépendance de l'Afrique. Mokhtar Fofana Niang et ses camarades du PAI, Parti africain de l'indépendance, se sont battus pour avoir l'indépendance. Et c'est ceux qui ont obtenu, en fait, qui se sont battus pour réclamer l'indépendance. Ce ne sont pas ceux-là qui ont gouverné. Ceux qui ont gouverné par la suite, c'est ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance, ceux qui voulaient la poursuite, disons, du colonialisme sous d'autres formes. Et donc, ces gens ont été dans la clandestinité, ils ont été réprimés, etc. Mais ils ont toujours été constants. Toujours. Et ils ont toujours été enthousiastes, disons, par rapport à la lutte. Le contexte a beau être déprimant, mais ils étaient toujours enthousiastes. Nous, parfois, dans le contexte de certaines rencontres intellectuelles, hein, comme par exemple les salles de l'économie que j'organise avec Dembo Moussa Dembélé depuis 2013, Mokhtar Fofana Niang y participait régulièrement. C'était l'un des premiers à venir. Il habitait la banlieue, il prenait un transport en commun, hein, un transport en commun, il faisait tous les déplacements, il venait même avant les jeunes. C'est pourquoi je dis que Mokhtar Fofana Niang est un vrai modèle. Et donc, si on doit, disons, trouver des modèles pour la jeunesse sénégalaise, parfois il est bon, disons, de s'attarder un peu sur des figures comme ça. Elles ne sont peut-être pas très connues, mais c'est ceux qui se sont battus pour qu'on ait le peu de liberté que nous avons actuellement. Donc, vraiment, je tenais à lui rendre hommage. C'était un militant, un combattant, mais aussi un écrivain qui a laissé des écrits, des livres par rapport à la trajectoire du PAI et des témoignages sur tous les camarades de lutte. Donc, c'est vraiment une figure importante de la gauche sénégalaise. Au départ, à cette époque-là, nous avions une gauche. Mais je dirais peut-être, les gens diront que c'est provocateur, qu'on n'a plus de gauche. En tout cas, la gauche comme force politique n'existe plus au Sénégal. On peut avoir des partis dits de gauche parce qu'ils peuvent se réclamer du marxisme-léninisme ou d'une autre idéologie, mais la gauche reste essentiellement un discours intellectuel. C'est un peu parfois comme le panafricanisme. Il n'y a pas de mouvement de gauche parce que d'une certaine manière aussi, ça a été le travail, disons, de la répression des régimes qui étaient au pouvoir hein, dans beaucoup de pays africains, mais aussi par la suite, il y a le néolibéralisme qui a aussi participé à dépolitiser beaucoup de choses. Par exemple, tous ces disons, discours autour de la société civile, ça a participé aussi à faire reculer, disons, la confrontation des programmes, etc.
Parce qu'on dit que maintenant, bon, tous les problèmes doivent être gérés par la société civile. Et la société civile dit qu'elle n'a pas d'idéologie. En fait, son idéologie, c'est juste de dire que, bon, elle est un contre-pouvoir. Mais un contre-pouvoir à quoi? Et quelle est l'orientation, disons, de la société civile? Finalement, il n'a pas beaucoup d'orientation. Et d'une certaine manière, même parfois en omettant, disons, ou bien en n'allant pas jusqu'au bout sur certaines questions, elle participe même à, disons, au maintien, participe involontairement, disons, au maintien des structures de domination, etc. Et donc, tout ça aussi, ça contribue à faire reculer la gauche un peu partout et au Sénégal. Et certains acteurs de gauche aussi ont fait le jeu des transitions, disons, des alternances, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se bat contre un régime autoritaire et donc il y a un nouveau régime qui est en place. Et donc, ces forces dites de gauche participent à ces gouvernements et légitiment ces gouvernements-là. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est que est-ce que dans le système électoral, il est possible d'avoir véritablement une perspective de gauche? Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a, c'est qu'on a des combats de gauche, combats de la gauche qui sont menés par les classes populaires, mais pas par les forces dites de gauche. Les mouvements paysans se battent contre l'accaparement des terres pour la souveraineté alimentaire, mais on ne voit pas ces luttes-là. On voit ces jeunes-là qui se battent qui disent au champ dégage, non pas parce qu'ils sont contre les intérêts français, mais pour protéger les boutiques populaires, les marchés populaires, etc. Donc, ça, c'est ce que j'appelais un peu, bon, dans un ouvrage, les luttes prolétariennes ne sont pas portées par les partis de gauche, dits de gauche. Donc, les partis dits de gauche, c'est juste créer des alliances électorales pour espérer quelque chose avec la rhétorique, disons, voilà, parfois marxiste-léniniste, etc. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les forces, entre guillemets, révolutionnaires ne sont plus, disons, dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé la gauche. Il y a un besoin, disons, d'identification par rapport au thème, disons, traditionnel de la gauche. Mais ce besoin-là n'est pas porté par les partis qui veulent, disons, participer aux élections. Parce que quand on participe aux élections, c'est la tactique, etc. Et à un moment donné, voilà, c'est forcément des alliances, des coalitions, souvent contre nature. Et ça a été le destin tragique de la gauche sénégalaise. Et généralement, l'une des statistiques que je donne, c'est que depuis que le Sénégal est indépendant, il n'y a eu aucun parti de gauche qui ait eu 100 000 voix à une élection donnée, présidentielle ou législative. Il y a un acteur politique de gauche qui a déjà eu 100 et quelques mille voix, mais ce qui lui a permis, c'est qu'il avait aussi une casquette de religieux. Mais à part ça, on ne l'a pas vu. Donc, ça veut dire que le système électoral lui-même est réfractaire à l'idéologie de gauche. Et donc, il y a des choses en tout cas, à creuser de ce point de vue-là, mais ce n'est pas fait. Merci beaucoup pour cette réponse riche. Et je suis désolé pour Mactar Fofana Niang, vous venez de m'apprendre son décès. Toutes mes condoléances. Euh, je voulais vous demander, peut-être suite à votre ouverture un peu sur la gauche, peut-être pour élargir un peu la focale au-delà du Sénégal. Comme je disais, pour vous présenter, vous êtes économiste sénégalais, mais vous n'écrivez pas que sur le Sénégal. Vous êtes notamment un spécialiste du franc CFA et donc de l'espace économique, du précaré néocolonial de la France. C'est peut-être une question qu'on peut se poser en voyant le mouvement très important, spontané, inédit sous bien des aspects, comme vous nous l'avez expliqué, qui a eu lieu au Sénégal. Est-ce qu'on ne peut pas se poser voilà, la question est-ce qu'il n'y a pas une similarité avec d'autres situations en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, quand on voit que notamment au Tchad, il y a eu des mobilisations ces derniers jours très importantes contre le 6e mandat de Idriss Déby, un président très contesté, qui a violemment réprimé par ailleurs les manifestations, ou encore en Côte d'Ivoire où la réélection de Ouattara, qui se fait aujourd'hui très âgé, a suscité plusieurs manifestations qui ont été très violemment réprimées, où il y a eu plusieurs morts à déplorer suite à la répression sanglante qui a été exercée, et où, y compris au Mali, qui est aujourd'hui une zone occupée par l'armée française,
où il y a eu toute l'année qui s'est écoulée d'importantes mobilisations, notamment contre la présence de l'armée française sur le territoire. Est-ce que finalement, cette combinaison de facteurs entre, bon, il y a un facteur particulier au Mali qui est la présence et un peu l'enlisement du conflit mené par l'État français, notamment pour protéger ses intérêts sur place, les intérêts pétroliers au Mali, les mines d'uranium au Niger, etc. Il y a une particularité au Mali, mais au-delà de la situation militaire du Mali, est-ce qu'on n'assisterait pas à finalement un peu largement au-delà du Sénégal à le souffle d'un vent nouveau après ce que vous appelez, enfin vous disiez dans l'article le fameux article de juin que j'ai cité plusieurs fois, vous disiez la pandémie de Covid-19 ferme à grand fracas la page de l'émergence. Parce qu'en fait, la situation du Sénégal qu'on décrivait tout à l'heure, où il y a eu une forte croissance dopée par des importants plans d'investissement, etc., ça n'est pas un cas isolé en Afrique de l'Ouest. Il y a eu plusieurs pays dans cette situation-là. Et surtout, en fait, la pandémie, elle frappe de manière synchronisée ces différents pays, de manière très violente, en ralentissant l'économie mondiale, et ces pays étant très largement dépendants de l'exportation de matières premières, ça les frappe d'autant plus durement. En frappant aussi le secteur informel, comme vous nous l'avez expliqué, ça frappe énormément les jeunes, etc. Et il y a aussi un contexte peut-être aussi de fin de cycle, puisqu'en fait, de fin de cycle démocratique, pour le dire comme ça, puisqu'en fait, à partir des années 80-90, il y a eu aussi et la chute du mur de Berlin notamment, il y a eu une politique de démocratisation libérale dans un nombre important de pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, avec la mise en place du multipartisme, souvent un faux multipartisme. Enfin, il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement au Sénégal. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas une combinaison de facteurs où la pandémie est en train de révéler à la fois que les plans d'émergement sont des mythes et à la fois que la démocratie qui a été vendue depuis 20-30 ans dans ces pays-là est elle aussi un mythe? Et est-ce que ça ouvre pas aussi un espace non seulement pour d'importantes mobilisations populaires, pour des épisodes importants de lutte des classes, parfois même en fait s'attaquant aux intérêts impérialistes et les dénonçant en tant que tels, mais aussi à peut-être un renouveau de phénomènes politiques en Afrique et peut-être même, qui sait, l'espace aussi pour une gauche anti-impérialiste indépendante en Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Merci également pour cette question. En fait, je vais commencer par dire qu'en Afrique, bon, et aussi un peu partout dans le monde, on vit une situation, disons, d'impasse. Et cette impasse a une dimension politique, a une dimension économique, culturelle également dans le cas de l'Afrique. Commençons par la dimension politique. En fait, ce que vous avez appelé démocratie, mais vous avez précisé démocratisation libérale et vous avez bien fait. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement qu'en Afrique, c'est un mythe. Partout, c'est un mythe. Je veux dire, à commencer par les pays démocratiques eux-mêmes. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays démocratique, elle ne l'a jamais été. Et ça n'a rien à voir avec son caractère impérialiste ou pas. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, ni aucun autre pays. Pourquoi? Et ça aussi, je renvoie à un livre que j'ai écrit qui s'appelle La démocratie contre la République. Et le sous-titre, c'est l'autre histoire du gouvernement du peuple. Quand vous regardez la trajectoire historique sur, disons, 2500 ans du mot démocratie, donc vous vous rendez compte que c'est le mot qui a été le plus honni, le plus haï dans l'histoire de la pensée politique occidentale. Pourquoi? Parce que démocratie, au départ, c'était démocratia. Demos et kratos. Demos, ce n'est pas le peuple, c'est les citoyens pauvres. Les citoyens, ça veut dire que par opposition aux femmes qui n'étaient pas citoyennes, par opposition aux étrangers qu'on appelait les métèques, et aussi par rapport aux esclaves. Et pauvres pour dire que, bon, c'est les citoyens qui ne font pas partie de la classe dominante. Et donc, Kratos, ce n'était pas le gouvernement, mais c'est la force brutale, la puissance brutale. Par exemple, ce qui s'est passé au Sénégal au mois de mars, c'est ça la démocratie au sens originel du terme.
C'est-à-dire que le peuple se réveille et foutra tout, met en place des institutions pour garantir l'égalité qui bénéficie au peuple. C'était ça la démocratie pendant plus de 2500 ans. Et donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'après les révolutions américaines et françaises, ce mot a été travaillé. Parce que pendant tout ce temps, tous les écrivains détestaient la démocratie parce que c'était comme une insulte. Le terme est né comme une insulte. Et donc, dans le cas américain, ils ont dit, mais comment mettre en place une constitution pour qu'il n'y ait jamais de démocratie ici, pour que le peuple ne décide pas? Et ça a été la même chose dans le cas français. Si vous regardez, par exemple, le dictionnaire classique de la langue française, édition 1827, vous allez à la page démocratie et vous voyez subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens, 1827. Et donc, ces régimes dits représentatifs, bon, quelque part, c'est une fraude au niveau conceptuel, parce que la démocratie, au sens originel, ne peut pas être représentative. Et donc, ceux qui ont même inventé ces régimes représentatifs étaient d'accord sur cela. Et donc, c'est pourquoi ils l'appelaient aristocratie élective et aussi république. C'était les noms au 19e siècle. Mais par un travail de propagande, on a commencé à assimiler démocratie représentative et démocratie. Donc, la question, c'est quoi? C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, on a des régimes oligarchiques qui ont pu permettre, disons, la conquête de certains droits politiques, droits sociaux, grâce à de nombreuses luttes sociales, politiques des femmes, des ouvriers, etc. Mais aussi parce que l'Occident dominait le monde, organisait le monde selon ses propres besoins. Et donc, du coup, ce système oligarchique, malgré tout, a pu générer des performances démocratiques en termes de liberté, de conditions de vie, etc. Maintenant, l'erreur est de croire qu'il suffit juste de prendre les formes de ce qu'ils appellent démocratie dans les pays occidentaux, de l'importer en Afrique, conscience, séparation des pouvoirs, etc., et ça va marcher. Ça ne peut pas marcher parce que les conditions historiques qui ont fait que ces institutions ont pu marcher en Occident ne sont pas remplies dans les pays africains. Et donc, c'est ça. Et donc, on voit qu'à mesure aussi que la domination occidentale diminue, contestée par des pouvoirs voilà, qui réémergent comme la Chine, on voit qu'aussi les performances démocratiques déclinent en Occident. Le caractère oligarchique des régimes politiques est de plus en plus évident. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, en Afrique, ce qu'ils ont appelé transition démocratique, ce n'est pas du tout une transition démocratique. C'est une libéralisation. Mais libéralisation, ça ne va pas être démocratie. Parce que la démocratie suppose un contrôle populaire. Le peuple est en charge. Et donc, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Parce qu'au moment où on passait des partis uniques, de fait ou de droit, au multipartisme, d'un point de vue politique, au même moment, avec les plans d'ajustement structurel, on dépouillait les États de leur politique de souveraineté. Et on leur disait que, bon, votez pour qui vous voulez, mais le système économique, lui, ne change pas. Et donc, c'est ce que, par exemple, des gens comme Samir Amin, économiste franco-égyptien, appellent les démocraties de basse intensité. Tandis qu'Amkandawer parle, lui, de choiceless democracy, c'est-à-dire des démocraties qui ne vous laissent pas le choix. Votez pour qui vous voulez. Mobutu n'est plus là, mais il y a 1000 partis mobutistes qui sont créés. Votez pour qui vous voulez, le système économique, il est toujours là. Comment encore? Impénétrable pour ce que vous appelez démocratie. Et donc, c'est ce qu'on a eu en Afrique. Vous avez parlé de faux multipartisme? Oui. Le professeur Issa Ndiaye, philosophe malien, il parle de monopartisme pluriel pour dire que d'un point de vue économique, les choix sociétaux, c'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas du tout une démocratie. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va vers l'impasse politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui a été racontée au peuple. On leur a dit, en fait, dans les années 80, si ça n'a pas marché les deux premières décennies de l'indépendance, en tout cas pour certains pays, c'est parce que vous étiez dans des régimes monopartites, etc., pas de pluralisme. Avec la libéralisation politique, tout va marcher. Vous allez vous développer, etc., plus de liberté. Bon, la libéralisation a été faite. Et on a vu que les anciennes forces revenaient se muer en démocrates et étaient toujours là, donc président inamovible. Et donc, on a expliqué que ce qu'il y a, c'est que, bon, on a démocratisé, mais vous avez toujours les mêmes leaders. Donc, il faut vous débarrasser de ces présidents à vie. Faites des alternances et tout ira bien. Il y a certains pays maintenant qui sont en avance. Le Ghana, le Sénégal, tout ça. Ils ont fait des alternances. On a fait des alternances. Maintenant, les gens savent que la question, c'est plus de faire des alternances ou qu'il y ait monopartisme, etc. Les gens savent qu'en fait, c'est un système politique qui, de toute manière, ne permet pas l'expression en tout cas, des préférences majoritaires. Et que c'est un système politique aussi qui ne permet pas, disons, de choisir un modèle de développement qui serait bénéfique à la grande masse.
Et donc, c'est cette impasse-là à laquelle, voilà, qu'on atteint plus ou moins. Donc, quand disons, les soulèvements vont avoir lieu, ce ne sera pas pour demander qu'on change de constitution ou qu'on renverse un dictateur, mais ce sera pour demander du pain. Quand on demande du pain, mais c'est hyper révolutionnaire. Mais quand on dit il faut changer la constitution, il faut changer de dictateur ou bien il faut changer de dirigeant, là, ça reste encore gérable. Et donc, pour moi, on s'achemine de plus en plus vers cela. Si en Afrique du Nord, ce qu'on appelle le printemps arabe n'a pas déroulé tout son potentiel, mais c'est parce que, d'une certaine manière, ils étaient, entre guillemets, un peu en retard. Ils avaient des dirigeants qui étaient là, despotes, depuis des décennies, et on leur a dit, vous vous en débarrassez, et maintenant, ça va être mieux. Mais ils constatent que ce n'est pas mieux sur le plan économique, c'était même mieux avant, d'une certaine manière. Vous voyez. Et donc là, c'est d'un point de vue politique. Donc, on arrive aux limites de ce que l'importation des formes de la démocratie représentative, hein, oligarchie en fait, donne en Afrique. On arrive aux limites de cela. Et donc, d'un point de vue économique, ce qu'il y a, c'est aussi qu'on va vers l'impasse. Pourquoi? Parce que ce qui fait la spécificité de l'Afrique et qui déterminera son avenir, c'est la croissance démographique. Donc, on a une croissance démographique, disons, exceptionnelle, importante. Et donc, cette croissance démographique justifie que, bon, les populations sont majoritairement jeunes. Actuellement, on est 1,3 milliard. À l'horizon 2100, on sera à 4 milliards. Et donc, on a un système politique et économique qui dit à la jeunesse, je ne peux rien pour vous. Je ne peux pas vous mettre à l'école et je n'ai pas d'emploi pour vous. Et pendant ce temps, on voit qu'il y a d'énormes inégalités. Parfois, les jeunes peuvent même voir qu'ils peuvent aller à l'université, avoir des diplômes. Ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent rester 5 ans sans rien. Et ils vont voir que des politiciens particuliers n'ont pas de diplôme, n'ont pas de mérite particulier et pourtant roulent sur l'or. Et ça se voit. Ça crée une frustration. Et donc, quand on regarde les créations d'emplois, on en a parlé tout à l'heure. Au Sénégal, c'est 300 000 à peu près pour le secteur privé moderne. Et ça ne bouge pas. Ça bouge très peu. Et donc, ça veut dire que vous avez une croissance, vous avez de beaux chiffres, mais vous ne pouvez pas créer des emplois. Et alors que de plus en plus, le discours, c'est dire que c'est la classe moyenne, il faut, voilà, chacun doit avoir le nouvel iPhone, voilà, toutes ces représentations-là. Et en même temps, aux jeunes, bon, vous n'allez pas grandir parce que vous n'allez pas avoir un emploi qui vous permettra de vous insérer socialement comme un adulte. Et donc, c'est ça qu'on a également. Et ça, c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans toute l'Afrique. Et donc, ce qu'il faut, c'est juste une étincelle. Mais tous les pays africains, d'une certaine manière, sont des poudrières sociales. Et donc, la question, c'est juste, qu'est-ce qui va être le déclencheur? Là, récemment, le déclencheur, c'était l'affaire Ousmane Sonko. Mais peut-être que ce sera autre chose. Au Mali, ce sera le cas. En Côte d'Ivoire, etc. Parce que ce qui devait être notre atout, nous avons décidé d'en faire, disons, de le sacrifier, c'est-à-dire la jeunesse. C'est la politique que les dirigeants africains prennent. Donc, ils n'associent jamais les jeunes à quoi que ce soit. Les parlements, vous allez les voir, mais il n'y a pas de jeunes, alors qu'ils constituent le démos. Et donc, c'est pourquoi je dis que d'un point de vue politique, on atteint les limites de l'importation de formes institutionnelles données. Et aussi d'un point de vue économique, on voit que ce système économique est incapable, disons, de créer de la prospérité pour la grande majorité. Même une petite prospérité pour juste assurer le petit minimum, ce système économique ne le peut pas. Et d'une certaine manière aussi, l'aliénation culturelle, bon, pas son plein. Et donc, tout cela, c'est des contradictions. De sorte que pour moi, la seule question qui se pose, bon, c'est quand est-ce que ça va vraiment imploser? Et une fois que ça implose, dans quelle direction ça va aller? Est-ce que ça va être une direction pour un vrai changement significatif, etc., bénéfique, ou vers une direction, disons, plus réactionnaire, conservatrice, fondamentaliste, etc. Pour moi, c'est la seule question, hein, parce que les tendances qu'on voit en Afrique, politiquement, économiquement, culturellement, bon, voilà, montrent que forcément, nous allons vers l'impasse. Et ça, c'est pas bon. Merci beaucoup, Ndongo Samba Sylla, pour cet entretien vraiment très riche et passionnant. J'ai écoulé l'ensemble de panels de questions que j'avais à vous poser. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin ou une conclusion. Bon, seulement vous remercier pour cette invitation et cet échange et de dire que le combat continue en fait parce que on est dans un seul monde et il y a des défis communs et on a besoin de solidarité internationale. Et donc, souvent, la meilleure manière d'être solidaire, c'est pas de donner de l'argent, mais c'est juste, généralement, comme je dis,
de couper les racines de la tyrannie qui peut sévir ailleurs, chez soi. C'est la meilleure forme de solidarité internationale. C'est-à-dire tout ce qui peut nuire à l'Afrique, qui part de chez vous, il faut essayer de couper cela à la racine. Pour moi, c'est la meilleure forme de solidarité qu'on peut exprimer vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense que d'un point de vue africain aussi, ça devrait être la même chose. Se battre contre notre propre impérialisme, c'est l'objectif en tout cas qu'on se fixe à Révolution Permanente. Encore une fois, c'était une grande fierté de vous avoir aujourd'hui avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion comme ça de refaire d'autres entretiens. Avec plaisir.